Selon les informations compilées par l'Organisation de la Coalition Québec, issues de différentes données gouvernementales, les claims miniers attribués en Gaspésie et aux îles de la Madeleine sont en hausse de 139% depuis 2 ans. C'est 3 fois plus que la moyenne québécoise qui se situe autour des 40%. Marc Hébert a conversé avec Pascal Bergeron, porte-parole pour Environnement Vert Plus, qui nous explique ce que sont les claims et le pourquoi de leur hausse. Pascal Bergeron, je suis porte-parole pour Environnement Vert Plus. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la mission d'Environnement Vert Plus? Environnement Vert Plus, on est un groupe de défense de l'environnement qui travaille surtout dans la baie des Chaleurs. Donc, on regarde, on fait une veille sur les projets industriels et projets industriels, protection de la biodiversité, gestion des déchets. On touche pas mal tous les enjeux environnementaux. Surtout dans la baie des Chaleurs, mais un peu plus loin, tu sais, comme on touche beaucoup au caribou, même si c'est pas directement sur notre territoire, parce que, je veux dire, le parc de la Gaspésie, l'habitat du caribou, ça fait partie du territoire d'usage de nos membres. Donc, comment est-ce qu'on veille sur l'environnement? C'est quoi un peu votre façon de travailler ou de faire pour observer ou même militer? Je sais pas trop. C'est quoi vos étapes? Ouais, on reçoit beaucoup d'appels puis de courriels de collaborateurs qui nous pointent vers des situations problématiques ou tu sais, par toutes sortes de moyens là. C'est ça, c'est les collaborateurs qui nous informent d'enjeux problématiques. Ça, c'est un des aspects des organisations nationales aussi qui nous nourrissent sur des dossiers qui montrent, comme dans le cas présent là d'augmentation fulgurante du nombre de claims miniers en Gaspésie. Ben c'est Québec Meilleure Mine, une coalition provinciale qui a fait la recherche, qui a levé le drapeau, qui a dit hey, on a besoin de partenaires dans la région pour regarder ça de plus près, là, voir c'est quoi votre avis là-dessus, puis vous, c'est quoi le degré d'implication que vous êtes intéressé à avoir dans le dossier. Là. Est-ce que ça vous demande de travailler un peu, on va dire, vous observez plus des actions gouvernementales ou c'est des compagnies privées ou c'est les deux? Vous avez plus un... Les deux, on est autant compagnie privée que action gouvernementale. D'accord. Sur le dossier des hydrocarbures, c'était beaucoup le gouvernement qu'on ciblait par rapport au cadre législatif qui était en place, cadre réglementaire. Dans le dossier minier, ça va être similaire aussi, là. C'est beaucoup le gouvernement qui met un cadre en place qui est problématique, qui autorise les entreprises à faire un peu tout et n'importe quoi. Dans le dossier du caribou aussi, par rapport à la cimenterie de Port-Daniel, là, c'est différent. On va beaucoup plus cibler l'entreprise. C'est certain que le gouvernement a participé énormément dans le projet, puis que il met en place les normes, les barèmes d'émissions, il donne les autorisations. Donc, on surveille l'entreprise, mais on fait pression à la fois sur l'entreprise et le gouvernement pour corriger les situations problématiques. Alors, ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, c'est vraiment le secteur minier. Je sais que vous travaillez sur d'autres dossiers, puis là, j'inviterai les gens à aller voir votre site internet d'Environnement Vert Plus, là, parce que effectivement, on voit que vous traitez sur la qualité de l'air, les caribous, comme tu dis. Il y a différents enjeux environnementaux, c'est ça que je comprends. Des fois, on dit, oh, la Gaspésie, c'est loin des grands centres, puis la qualité de l'air, la vie, et au niveau environnement, on a un peu cette image de un peu idyllique, je veux dire. Non, mais je veux dire, peut-être, il y a des gens qui parlent beaucoup, qui viennent de Montréal, qui font le tour de la Gaspésie, ils voient le côté de la 132 des deux bords, la mer et un peu la montagne. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en dedans, et effectivement, également aussi dans les terres. Mais justement, le secteur minier qui a l'air de... Là, pendant qu'on va se parler, on va voir la carte. Mais oui. J'aimerais que tu nous dises, c'est quoi déjà un claim minier? C'est quoi le terme pour que les gens comprennent? En français, c'est un titre minier, mais le traduire, ça ne l'explique pas. Dans le processus de construction d'une mine, il y a toute la phase prospection qui se passe sur tout le territoire où on va aller voir les indices de minéraux et à partir du moment où on a des indices de minéraux
qu'on veut faire une exploration plus approfondie, quand on est une entreprise privée, on va pouvoir aller chercher un titre. Donc, sur un petit carré, on va avoir un titre sur le sous-sol, donc ce qui se trouve en bas de, je pense, c'est 3 mètres. Et ça coûte une quarantaine de piastres pour 1 hectare. Il me semble que c'est ça, les tarifs. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une exclusivité sur le sous-sol dans un territoire délimité. Fait que c'est ça un claim minier, là. C'est ce permis-là de prospecter. En fait, c'est un permis / obligation parce qu'à partir du moment où on a un claim, on a l'obligation de faire des travaux pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Là. Donc on parle bien d'aller voir, mais pas d'explorer, mais pas d'exploiter. C'est pas encore l'étape d'exploitation. Oui, puis l'exploration, ça peut être des relevés satellites, ça peut être des relevés sismiques. On va faire vibrer le sol, puis on va mettre en place un dispositif qui va nous permettre de capter l'écho de ces vibrations-là. Ça peut être des forages, des carottages qu'on appelle. Où on va aller chercher un échantillon de toutes les strates qui sont en dessous. Un coup qu'on a fait un carottage, ben on peut pousser un projet d'analyse de ces carottes-là par rapport à certaines substances spécifiques. Fait que tout ce qui touche la connaissance géologique tous les travaux d'acquisition de connaissances géologiques vont pouvoir passer sous le coup des obligations liées au titre minier. Là. Alors dans les zones rouges qu'on voit sur la carte, là, qui sont des titres miniers actifs, c'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans cette phase justement d'exploration? Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui ont des droits d'exploration effectivement sur ces secteurs-là. Donc on peut y trouver des chantiers, tout ça. Est-ce que ça veut dire... On ne trouvera pas des chantiers nécessairement de grande ampleur. Okay. Il y a des titres qui datent de 40-50 ans, puis pour lesquels les travaux de carottage sont faits depuis longtemps et on conserve ces titres-là sur la foi des travaux qui ont déjà été faits. Là. D'accord. Est-ce que ça sous-entend alors que c'est une possibilité que toutes ces zones-là soient amenées un jour à être exploitées? Donc ça veut dire, j'imagine, plus gros chantier, tout ce qui vient avec. Il y a une chose qui est, en tout cas, on l'espère certaine, c'est que jamais toutes ces zones-là vont être en exploitation, vont donner lieu à des mines qui vont être effectivement ouvertes et en opération. C'est juste que chacun de ces territoires-là, c'est une possibilité si la valeur économique du minerai le justifie, si l'entreprise dispose des fonds nécessaires pour démarrer le projet. Bien là, il y a une possibilité qu'il y ait une mine qui s'établisse dans chacun de ces territoires-là. Là. Et pourquoi est-ce que justement il y a eu une croissance aussi? Ben là, je vois que dans l'article, c'est une croissance de 139%. Qui a été faite de donner des titres comme ça, enfin pour des entreprises. Pourquoi? Ben parce que il y a il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Les titres boursiers spéculatifs sont moins sécuritaires et dans ce temps-là, ben les investisseurs ont tendance à se rabattre sur les minéraux. On veut sortir des hydrocarbures et une des solutions qui est mise de l'avant, c'est le remplacement de toute la production énergétique d'hydrocarbures par un remplacement qui serait issu d'autres sources. Donc, on va parler de minéraux critiques et stratégiques pour la transition. Et puis là, ben tout rentre là-dedans, le cuivre, le nickel, les terres rares, le graphite. Et il y a un appétit gigantesque pour l'industrie minière en ce moment pour tous ces minéraux-là. Et la CAQ a mis de l'avant une politique pour les minéraux critiques et stratégiques en novembre 2020. Et le gros boom minier qu'on voit en Gaspésie depuis 2 ans, c'est suite à l'annonce de cette politique-là. On a dit qu'on ouvrait le territoire au développement minier. Bien, ça a attiré les investisseurs qui ont pris des titres un peu partout sur le territoire. Parce que
une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a un titre sur minier, ben les autres l'ont pas. Donc, on peut spéculer sur la valeur de ce titre-là et le revendre à une compagnie qui voudrait éventuellement se partir une mine juste voisin, juste sur le titre voisin. Et si elle a besoin d'étendre un jour, ben elle s'en vient chez nous. Donc, il y a un jeu de spéculation aussi comme ça sur les titres miniers là, qui fait en sorte que il peut y avoir un intérêt dans l'investissement. Puis peut-être pour que les gens comprennent bien aussi, qu'est-ce que ça veut dire une fois que on a un titre, on fait une exploration, puis après ça on passe à l'étape d'exploitation. Est-ce qu'on a des exemples concrets en Gaspésie d'exploitation minière, ou bien qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'une mine s'exploite pour l'environnement? Une mine, un exemple concret en Gaspésie, c'est Murdochville. C'est la mine qui a été en opération en Gaspésie. Puis si on va voir le village de Murdochville autour, on voit que c'est détruit là. On peut prendre des photos, les photos des arbres. Les arbres ils poussent, sont rabougris, sont tout croches, ils cassent. Ça a vraiment l'air d'un désert là. Ça peut vouloir dire des terrains contaminés en bordure. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a vu à Murdochville puis qu'on voit encore. Ils ont dû changer la terre autour des maisons dans le quartier, dans le secteur qui était le plus près de la ville. Donc il y a comme un impact environnemental au bout d'un moment qui se passe. Une mine telle que ça se pratique en ce moment, ce sont des impacts environnementaux majeurs. C'est parmi les exploitations qui ont le plus fort impact environnemental. Ouais. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, de cette expansion minière, votre travail, c'est que vous allez plus essayer d'approcher le gouvernement pour leur dire de freiner ce fait de donner les titres, ou bien de faire attention, de mettre une holà pour dire il faut pas que ça commence à explorer de tous bords, ou d'exploiter, je veux dire, de tous bords. Ben, on veut avoir notre mot à dire avant même l'attribution des claims miniers. Ça n'a pas de sens de prendre un claim minier, un titre minier sur un territoire si la population locale ne veut pas qu'il y ait d'exploitation. Et ça, c'est certain qu'on peut pas aller dans un degré de raffinement très complexe dès le départ parce qu'on s'en sortirait pas. Mais on doit certainement laisser la place aux municipalités qui sont le premier palier de gouvernement proche des territoires pour pouvoir dire ce territoire-là, c'est pas compatible. Puis en ce moment, on a des mesures au gouvernement provincial qui sont les territoires incompatibles avec l'activité minière. Les municipalités peuvent définir des territoires incompatibles, mais les balises qu'on leur met sont extrêmement limitées. C'est collé sur les milieux urbains. On tient pas en compte tous les usages récréo-touristiques. On prend pas en compte un paquet d'usages de conservation. Comme ce qu'on voit sur la carte, c'est que il y a la petite pointe là du parc de la Gaspésie là. Oui, on voit que ça entoure la réserve faunique de Matane, le parc de la Gaspésie, c'est collé à cette zone là. Mais il y a des titres miniers dans la réserve faunique de Matane. Il y a des titres miniers dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Donc, il y en a pas dans le parc de la Gaspésie parce que ça, c'est un parc national puis ils n'ont pas le droit d'en mettre. Mais ils ont la possibilité de mettre des titres miniers dans les réserves fauniques. Puis, en ce moment, on est dans un processus où on travaille à la survie du caribou. Il va falloir étendre d'une manière ou d'une autre l'aire protégée qui est réservée à cette espèce-là parce que on est trop à l'étroit là, pour ceux qu'on a en ce moment. L'industrie forestière s'est vraiment rapprochée du parc de la Gaspésie. Puis là, il va falloir rétablir des écosystèmes en bordure du parc de la Gaspésie, agrandir l'aire protégée. Mais quand il y a un titre minier, on peut pas mettre une aire protégée là. C'est parce que ça va pas ensemble. Puis qu'est-ce qui a priorité? C'est le titre minier a préséance sur la volonté d'agrandir l'aire protégée. Donc, on a un problème à ce niveau-là. Là. Est-ce que, j'allais dire, ça amène à une discussion qui va peut-être encore plus loin, c'est que si
il y a une augmentation des titres, des claims miniers, c'est parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une transition peut-être énergétique et qu'on a un besoin, si on s'en va vers des batteries, par exemple, on va chercher des types de métaux qu'on n'utilise pas quand on fait du pétrole ou d'autres types de technologies. Ça soulève un peu notre mode de consommation, notre façon de vivre aujourd'hui, qui fait que ces industries doivent répondre à la demande quand même. Je sais pas après quelle est la qualité de la péninsule gaspésienne pour dire que c'est-tu la ruée vers l'or pour vraiment aller pomper des minéraux à ce point-là dans les sols gaspésiens. Toi, tu vois ça comment? Il y a deux éléments là, dans la question que tu poses. Le premier, c'est que on sait pas ce qui va arriver avec tous ces titres-là. Il y a plein de facteurs externes qui peuvent faire en sorte qu'il y a des mines qui décollent ou pas à partir du moment où il y en a. C'est juste que c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et il faut avoir une emprise là-dessus. Les municipalités doivent avoir une emprise là-dessus, air protégé, récréotourisme, etc. L'autre chose, c'est effectivement, on est dans une dynamique mondiale où on pousse très fort pour le développement de ça parce que on a un mode de consommation qui est effréné. Et ça aussi, c'est très problématique. Si on veut réussir à faire une transition hors du pétrole où on fera pas pousser des mines sur toute la surface de la Terre pour remplacer les hydrocarbures, parce que les hydrocarbures, c'est très dense au niveau énergétique. Hein? Puis pour avoir la même quantité d'énergie qu'il y a dans un baril de pétrole, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace de panneaux solaires. Ça prend de l'espace d'éoliennes. Ça prend de l'espace de stockage de batteries. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas rendu au point où on consomme trop d'énergie? Puis évidemment, là, la réponse, c'est pas mal oui. Fait il va falloir trouver des moyens de réduire drastiquement notre consommation énergétique. On parle de mesures d'efficacité énergétique, mais l'efficacité énergétique, c'est pas suffisant si tout ce qu'on trouve, on le prend puis on le dépense ailleurs. Puis ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et c'est assez documenté que la plupart des gains en efficacité énergétique mènent à une augmentation de la consommation d'énergie, puis pas à une diminution. Pourquoi? Quand la machine à charbon est devenue plus performante, on en a mis partout parce que ça coûtait pas cher, ça coûtait moins cher que des humains. Quand les gens prennent moins leur voiture, ils font des économies, puis ils vont s'acheter un billet d'avion. Mais le billet d'avion va largement éliminer tous les bénéfices de la réduction du temps de transport en voiture individuelle ou en vélo, par exemple. Il y a un quartier à Londres, là, c'est flagrant, là, c'est un quartier d'écologistes, tout le monde est en vélo, tout le monde est sur des circuits courts, locaux, travaille à proximité, pas de voiture. Mais tous ces gens-là prennent l'avion plusieurs mois par année et au final, leur impact environnemental, notamment au niveau de l'empreinte carbone, est plus important que le banlieusard qui voyage pas en avion, mais prend son avion tous les jours, son véhicule tous les jours pour aller au travail. Donc, c'est pas juste d'être plus efficace puis de réduire à l'échelle individuelle. Il y a des questions de société à se poser pour réussir à réduire drastiquement notre consommation d'énergie. Donc ça veut dire quand même que si nous on décide d'aller vers quelque chose qui est un peu plus comme considéré simplicité volontaire, avec ça va faire en sorte qu'aussi à l'autre bout de la chaîne, ces entreprises-là vont être amenées à revoir déjà j'imagine leur territoire de chasse ou leur territoire d'exploitation. C'est des dynamiques qui sont liées au niveau global, mais à l'échelle locale, on a peu d'emprise, là. Puis c'est ce qu'on critique aussi, c'est peu importe les efforts qu'on fait à l'échelle locale pour réduire notre consommation, parce que ça se pourrait là que la Gaspésie devienne un modèle de diminution de consommation d'énergie, rêvons-le comme ça. Ça veut pas dire que ces mines-là qui produisent des minéraux pour toutes les applications qu'on consomme viendraient pas s'établir ici. Faut faire un effort individuel, faut faire un effort de société, faut faire un effort de civilisation
Mais il faut aussi se doter de règles qui nous permettent de dire, ben non, ce projet minier-là, dans cet espace-là, ce n'est pas acceptable pour les gens qui sont ici et on veut même pas que les entreprises aient un droit d'explorer parce que de toute façon, au final, ça va être non. On ne voudra pas de la mine qui pourrait ouvrir, peu importe le niveau de propreté de la technologie qu'on veut implanter dans la mine, peu importe à quel point on veut diminuer les impacts, ce n'est juste pas compatible. On peut pas mettre une mine en haut du Mont-Albert. Bon, ça, c'est déjà exclu, mais en bordure du parc de la Gaspésie, il y a aussi des montagnes qui sont skiables puis qui sont, je pense, clémées. Ben, on n'en veut pas là non plus. Donc, d'où ce que je comprends, l'importance d'avoir des observateurs sur le terrain et des gens parce que c'est vrai que on va dire que dans le rythme quotidien, le métro boulot dodo des gens, ils n'ont pas beaucoup le temps de savoir ou d'observer ces choses-là. Est-ce qu'il y a des cas particuliers là en ce moment? Là, je vois toujours, j'ai la carte sous les yeux, mais je me dis de zones qui sont déjà amenées à faire la demande d'être exploitées, entre guillemets, exploitées, pardon. À notre connaissance, on n'est pas là. Mais c'est beaucoup de travail de maintenir une veille active pour savoir à quel moment il y a un projet qui est prêt à décoller. Là, des fois, on tombe sur un site web obscur d'un prospecteur d'or qui cherche des investisseurs. Par exemple, derrière Bonaventure, il y en a un. Je me souviens plus de son nom, là, mais il y en a un qui a un site web puis qui cherche activement des investisseurs. Puis si jamais il trouve son compte, ben il pourrait vouloir démarrer. Fait que c'est ça. Fait qu'on n'a pas un éventail complet, un inventaire complet des projets actuels qui sont en cours de démarrage avec leur stade de développement, là. À part Murdochville, où l'annonce est officielle et très claire. On sait que c'est un projet qui est encore à une phase de balbutiement. Là, il y a rien de garanti par rapport à l'ouverture d'une mine là-bas, mais il y a des promoteurs qui sont plus sérieux que ce qu'on pourrait voir dans d'autres places, là. Alors si, pour terminer, là, des gens qui voudraient savoir un peu plus du travail que vous faites, il y a votre site internet. Est-ce que tu veux nous le rappeler déjà? environnementvertplus.org. Puis c'est sûr en tout cas, il y aurait besoin d'une grosse mise à jour parce qu'il a été beaucoup construit au cours des dernières années autour de la lutte aux hydrocarbures. Puis, on a fini par gagner sur ce dossier-là. Il n'y aura pas d'exploitation d'hydrocarbures au Québec. Ça, c'est réglé. Mais sinon, il y a la page Facebook d'Environnement Vert Plus où on publie fréquemment là, les nouvelles par rapport aux dossiers environnementaux qu'on suit. Puis s'il y a des gens qui ont des questions spécifiques, ils peuvent toujours nous écrire par courriel environnement.vert.plus@gmail.com. D'accord. Parce que vous êtes un peu comme des lanceurs d'alerte. Dans le fond, vous observez sur le terrain, puis vous énoncez un peu des problématiques possibles ou des choses qui pourraient nuire en fait à l'environnement et aux gens. On va un petit peu plus loin que le lancement d'alerte dans le sens où on fait un travail aussi de coordination puis de coalition là, quand il y a des enjeux préoccupants qui tombent sous notre territoire. Okay. Mais effectivement, à la base, c'est qu'on fait beaucoup de travail dans les médias, de diffuser l'information sur les situations problématiques, mais le travail de coalition, de mobilisation finalement, il est extrêmement important aussi, là. Quelqu'un qui nous écoute et qui aurait un questionnement sur la contamination de l'eau dans sa municipalité ou la qualité de l'air sur le terrain, ils peuvent vous approcher pour poser des questions? Ils peuvent nous approcher. Si on n'a pas les réponses, il y a d'autres organismes sur le territoire qui ont une expertise dans différents domaines. D'accord. Il y a le Conseil de l'eau, le Comité ZIP, le Conseil régional de l'environnement, il y a le ministère de l'Environnement. Puis, si les gens nous écrivent, on peut les référer aux bons endroits, là. Merci beaucoup Pascal Bergeron pour nous éclaircir un peu sur ce dossier-là et le dossier surtout environnemental. Merci à toi, ça fait un plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.